Donc tout de suite, on arrive au panel 4, quatrième panel de notre symposium, qui s'intitule « Sentir, penser le vivant, le cas des relations au littoral ». Il va être modéré par Ayouman Baoulé Assenghone, qui est ingénieure, chercheuse, cinéaste amateur et fondatrice de Bâtisseurs. Je vais vous l'introduire, à la suite de quoi elle viendra elle-même faire l'introduction de son panel et inviter ses intervenants. Ayouman Baoulé Assenghone est ingénieure, chercheuse, cinéaste amateur et fondatrice de Bâtisseurs, un écosystème pour concevoir les futurs du continent africain à partir du Sénégal. Elle y développe des projets pour la transformation des économies africaines et des projets de territoire pour réinventer nos manières d'habiter la Terre. Ayouman est diplômée de l'Université de Grenoble en ingénierie du développement territorial avec un focus économie et sud, ce qui l'a conduit à travailler pendant une quinzaine d'années dans le domaine de la coopération internationale en France, au Burkina Faso, au Sénégal, au Bénin et en Haïti. Dans sa pratique actuelle, ses travaux sont guidés par la recherche des éléments constitutifs d'une éthique africaine de la vie, qui nourrirait la conscience de la raison d'être humain au cœur de l'univers et conditionnerait l'élaboration de nos manières d'habiter la Terre et de vivre le monde. Des préoccupations qu'elle apprend à explorer par la création cinématographique. Ayouman, je t'invite à me rejoindre pour présenter tes panélistes et introduire ton panel. Bonjour à toutes et à tous. Je m'excuse je m'excuse de cet enchaînement et j'espère que vous aurez l'énergie pour continuer avec nous. J'ai fait une sélection de photos que vous allez juste voir tourner comme ça, mais j'espère qu'elles vous permettront de ressentir mes intentions et ce que mes mots n'arrivent pas encore à formuler, mais que si vous regardez bien, normalement, vous devriez sentir ce que j'essaye de dire. Et donc, je vous remercie déjà, Raw Material Company, Felwinsar, tous ces gens, toutes ces personnes qui ont organisé ce symposium et qui se sont dit qu'ils allaient m'inviter à y participer et à modérer ce panel que je suis très honorée d'accompagner. Donc, je vais faire une petite introduction. Une introduction pour essayer de me situer dans cette histoire, pour que vous puissiez me situer dans cette histoire. Une introduction qui amène l'intervention des panélistes qui vont arriver. Donc je suis Ayouman, vous le savez déjà, et j'ai cette lourde responsabilité-là maintenant d'introduire. Pardonnez-moi, est-ce que vous m'entendez mieux? Alors je vais rester ici. Donc je disais que j'ai la lourde responsabilité d'introduire ce quatrième panel, dont les contributions vont tenter d'apporter des apports supplémentaires à la question qui nous est posée aujourd'hui, à savoir écologie du vivant, comment vivons-nous dans l'espace que nous partageons? Il me semble que les réponses à cette question dépendent de la conscience que nous avons de nous en tant qu'humains, du sens de notre existence, de notre place au cœur, au-dessus ou en dehors du vivant. De fait, les relations que nous développerons seront conditionnées par cette conscience préalable. Or, la pensée dominante à partir de laquelle les humains façonnent le monde déplace l'humanité au-dessus de la nature qu'elle domine, transforme en ressources et exploite à la faveur d'un système économique capitaliste qui, dévorant tout sur son passage, nous conduit assurément vers une mort collective. C'est une relation violente, guerrière et meurtrière qui est à l'œuvre contre nous-mêmes et contre toutes les autres formes de vie. Ici, il n'est pas question de partage, mais plutôt de domination et de prédation. En Afrique, la course effrénée vers cet idéal de modernité confirme l'abandon des cosmogonies et des ontologies endogènes comme source d'inspiration
pour penser un projet politique, une vision de notre être au monde. J'entends un chuchotement. Ah non, c'est pas moi. Bon. Donc ça confirme l'abandon des cosmologies et des ontologies endogènes comme source d'inspiration pour penser à un projet politique, une vision de notre être au monde et de nos manières de l'habiter. Ainsi, depuis les indépendances des pays africains, nous assistons à l'assimilation et à la reproduction de tout le dispositif philosophique et technique produit par les artisans européens de ce modèle hégémonique. Mobilisation de la géographie, de la cartographie et de tous leurs dérivés pour une appropriation publique et privée de la terre et des communs, découpage des territoires, des écosystèmes et des communautés selon une affectation fonctionnelle au service de l'exploitation extractiviste des ressources et de l'arrimage des pays à l'infrastructure globale du capitalisme. Étant donné les désastres sociaux et écologiques engendrés par ce modèle, comment pourrions-nous concevoir à partir des sagesses africaines une éthique de la vie qui nourrirait une conscience renouvelée de notre raison d'être humain, qui favoriserait la reconstitution des liens, nous permettront de nous replacer au sein de la communauté du tout vivant pour répondre aux défis majeurs auxquels nous faisons face. Répondre à cette question à partir de bâtisseurs, c'est penser à partir d'une conscience animiste de la vie, préalablement réhabilitée. C'est raisonner en langue française, à partir des ressources africaines dont je dispose à l'intérieur de moi, pour tenter d'élaborer des concepts que la culture rationnelle occidentale, qui m'habite aussi, ne peut concevoir. C'est ressentir la planète et ses habitants comme un seul et même organisme, dont chaque composante, l'atmosphère, les climats, les vents, les océans, les continents, la faune, la flore, les femmes, les hommes, les enfants, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, bref, tout ça comme un organe vital fonctionnant en interdépendance avec les autres dans le but de garder le corps terrestre en vie. C'est habiter la ferme conviction que le démantèlement du système de domination et de ses catégories discriminantes dépend de notre capacité à ressentir l'interdépendance comme la condition sine qua non à l'origine de la vie. Ici, il s'agira de sentir penser, un concept créé par le sociologue colombien Orlando Fals Borda pour décrire une manière de vivre populaire où le cœur et la raison construisent conjointement le rapport au monde. Ce concept est ensuite repris par Arturo Escobar dans son ouvrage Sentir penser avec la Terre, l'écologie au-delà de l'Occident. Je le mobilise à mon tour car il m'aide à traduire à peu près, je dis bien à peu près, les aptitudes que certains peuples développent lorsqu'ils ont accès à la connaissance et à la compréhension de la vie, du monde et du cosmos en traversant des rites initiatiques complexes. Si je dis à peu près, c'est parce que dans la manière de vivre populaire où le cœur et la raison construisent conjointement le rapport au monde, le cœur et la raison me semblent encore nous enfermer dans une dimension organique, la chair, l'os, le cerveau, le cœur. Alors que ma conscience animiste de la vie me permet de considérer que nous avons d'autres sens au-delà des 5 qui nous caractérisent et que nous ne savons plus les mobiliser, nous ne savons plus nous habiter dans l'entièreté qui nous permettrait de dialoguer avec la rivière, de ne pas avoir besoin d'un satellite pour identifier que notre île a la forme d'une tortue, par exemple. Donc, ils aident à peu près. Ce qui me dérange aussi chez Arturo Escobar dans sentir penser avec la Terre, c'est que ici je n'utiliserai pas l'adverbe avec parce que avec, on extériorise encore l'humain. On est toujours à l'extérieur. Alors qu'en réalité, en ce qui me concerne, il me semble que nous avons besoin de réapprendre à ressentir la possibilité d'une vie unique, en fait, dans un corps unique duquel nous faisons partie. Mais ce que j'aime avec sentir penser, c'est qu'il me permet de comprendre comment je vais réinventer un langage entre cette langue française que j'ai accueillie, cette manière d'habiter qui m'a été transmise dans le pays où je suis née, mais qui n'avait pas des mots, ce n'était pas des concepts, c'était quelque chose de diffus qui m'a permis de m'identifier au-delà de la chair humaine et de sentir comment j'étais à la fois dans le présent, le passé, le futur, comment j'étais une âme, un esprit, un corps aussi. Et aujourd'hui,
Sentir penser le vivant à travers le cas des relations du littoral consistera à faire témoignage d'initiatives communautaires s'inscrivant à contre-courant des conceptions dominantes sur la vie. Pour cela, je serai accompagnée par le professeur Aliou Sall, par Hicham Bouzid et par Mariama Diallo, que j'invite à nous rejoindre ici. La première intervenante, ce sera Mariama Diallo, qui normalement est arrivée. Le professeur Sall aussi, voilà. Je vais commencer par présenter Mariama d'ici, et ensuite je vous rejoindrai. Donc Mariama Diallo, vous êtes la première à intervenir ici, dans le sens qu'on s'est donné en préparation. Vous êtes docteur en anthropologie politique et disposez de plusieurs années d'expérience dans la recherche pour le développement, l'enseignement, le service à la communauté et l'engagement pour la préservation de la nature. Vous êtes actuellement enseignante-chercheuse au sein de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Vos travaux de recherche portent sur les politiques environnementales au Sénégal, l'État et ses administrations locales, la cititoyenneté et le changement social. À travers votre engagement associatif, vous militez en faveur de la vulgarisation des sciences et techniques, de l'écologie et des droits des femmes. Vous avez notamment été à l'initiative du Camp Climat Sénégal, un événement annuel regroupant plus d'une centaine de jeunes militants pour une appropriation des solutions locales de lutte contre le changement climatique. Votre contribution analyse dans une trajectoire historique et politique les défis environnementaux qui se jouent dans le delta du Saloum et donnent à voir les stratégies développées par les communautés sérères et mandingues qui habitent cet espace pour y faire face. Merci. Merci beaucoup, Eyoumane. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour l'invitation et surtout l'opportunité qui est offerte aujourd'hui d'échanger sur la question fondamentale qu'est l'écologie du vivant. J'ai la chance de travailler depuis plus d'une décennie maintenant au niveau d'un espace, un territoire magnifique qui s'appelle le Delta du Saloum, qui est situé au centre ouest du Sénégal. Donc, c'est toute la partie située entre la ville historique de Joal-Fadiouth au nord et la frontière gambienne au niveau de Karang, pour ce qui est de sa localisation au sud. Bon, je suis arrivée pour un terrain ethnographique il y a maintenant plus d'une dizaine d'années et je ne suis plus repartie de cet espace-là personnellement et intellectuellement. C'est un espace qui aujourd'hui abrite une biodiversité remarquable avec une diversité d'écosystèmes. On a un écosystème emblématique, l'écosystème de mangrove, mais également un ensemble de ressources halieutiques, conchilicoles, mais aussi un patrimoine culturel qui lui a valu justement d'être classé patrimoine mondial de l'UNESCO il y a quelques années. Ce qui m'intéresse dans cet espace-là, c'est de voir comment cet espace-là a été façonné par différents événements historiques qui ont du coup contribué à faire perdre ce territoire-là, cet espace-là, ses propres modes de gestion, ses règles d'accès, mais aussi la façon dont ces communautés locales l'habitaient, le percevaient, le pensaient et se l'appropriaient également. Mes travaux de recherche m'ont conduit à m'intéresser à comment dans cet espace-là, les ressources étaient gérées avant la colonisation, avant l'État post-colonial aussi. Juste pour vous faire un petit topo assez rapide de qui peuple cet espace-là, le delta du Saloum est globalement divisé en deux. Vous avez au nord ce qu'on appelle les îles du Gandoul, qui sont peuplées par les Sérères Nyonminka, très orientées vers les activités de pêche, avec des migrations saisonnières assez importantes. Au sud, vous avez les îles du Nyambato, qui eux sont peuplées par une population de Socé,
dont l'activité principale était de l'agriculture. Aujourd'hui, bien entendu, on a aussi des Socé qui pratiquent beaucoup les activités de pêche. Et vous aviez justement tout un ensemble d'échanges entre ces communautés-là, entre les Socé et les Sérères. Dans cet espace-là, ce qui caractérisait ces communautés locales aussi, c'était la diversité des modalités d'accès, de régulation, de l'exploitation notamment de ces ressources-là, sachant que l'exploitation n'avait pas forcément une première visée de consommation. Il y avait une appropriation communautaire qui, bien entendu, est à distinguer d'un libre accès. Et cette appropriation s'accompagnait de régulations traditionnelles qui conféraient des droits d'accès, même aux allochtones. Je précise bien parce que je vais reparler tout à l'heure de l'alloptonie et de l'autochtonie, donc sous forme d'exploitation, de collecte ou de campement de pêche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait des pratiques, en fait des pratiques culturellement qui contribuaient à une gestion collective de l'environnement, mais qui contribuaient aussi à une gestion raisonnée des ressources. Par exemple, dans le pays Socé, vous avez ce qu'ils appelaient le mandamo. C'était une pêche collective qui était organisée au sein des villages pour justement pouvoir surveiller l'exploitation. Donc c'était une stratégie raisonnée pour pallier à la surexploitation justement. Et quand on va plus dans les îles du Gandoul, ils ont ce qu'ils appellent le nyokok, qui est la fermeture, le wame, qui est l'ouverture des bolons, où ils exploitent les ressources halieutiques. Ça permettait donc d'avoir un moment où les communautés locales avaient droit, en tout cas, d'accéder à ces espaces-là pour exploiter les ressources. Et pendant un moment, ces bolons-là étaient fermés justement pour permettre à ces ressources-là d'avoir le temps de se reproduire. Donc dans cet espace, tout n'était pas perçu, en tout cas comme un espace, je fais une petite répétition, qu'il fallait dominer, exploiter, défricher, marchander. C'était un espace aussi où les ressources comme les arbres, comme les animaux étaient considérées comme des totems qui étaient vénérés et protégés. On a des arbres emblématiques comme le vène, le soto, le rail qui aujourd'hui font l'objet d'une exploitation très dommageable, en tout cas pour les écosystèmes forestiers. Et pour ce qui est de la mer, pendant l'hivernage, on avait souvent la fermeture des bolons. J'en parlais tout à l'heure pour les îles du Gandoul, mais c'est aussi une pratique qui a été généralisée puisqu'elle reposait sur en tout cas sur un présupposé qui disait que pendant l'hivernage, en fait, les arches sont dures et y toucher reviendrait à diminuer la fréquence des pluies. Donc, de ce fait, les pêcheurs, en fait, évitaient d'aller en mer pendant l'hivernage et dans leur système de croyance, cela était aussi une manière de rendre plus abondantes les pluies. Dans les forêts aussi, on avait pas mal de zones de culte, dans les lieux de pêche également. Ce qui fait, dans cet espace-là, l'habité se structurer finalement autour d'une interconnexion entre ce qui relève, ce que l'on considère qui relève de la nature et ce qui serait de l'ordre culturel, avec un soubassement qui prenait appui sur un ensemble d'éléments issus du spiritualisme africain, à la fois en termes de pratique, mais aussi en termes de croyances, d'imaginaire, de vision du monde, dans une perspective de quête d'une harmonie et d'un équilibre entre les différentes espèces, vivants comme non vivants, qui partageaient ce même espace. La destruction de ces modes de gestion et d'habiter que l'on observe aujourd'hui est liée malheureusement à plusieurs événements historiques. D'abord, il y a évidemment la colonisation qui a encouragé une exploitation commerciale de ces ressources halieutiques-là, là où étaient en vigueur avant des systèmes d'échange de troc. Par exemple, les Socé amenaient du mil, les Sérères amenaient du poisson, ainsi de suite. On a aussi, durant la colonisation, une exploitation forestière, puisque
Dans les zones littorales, vous avez toute la partie maritime, mais vous avez également toute la partie, une partie forestière, donc l'exploitation agricole avec notamment des défrichements à outrance, et tout cela a conduit finalement à une monétarisation de l'économie locale dans cet espace-là et en abandonnant bien entendu progressif des pratiques communautaires de gestion des ressources, notamment avec l'introduction de la culture de rente qu'est l'arachide. Ensuite, le Sénégal, une fois indépendant dans les années 60, n'a pas malheureusement permis de changer le visage de ce glissement de gestion. On hérite surtout de la colonisation d'une vision, de cette vision-là de la conservation, et l'État sénégalais proposait une législation où finalement les espaces halieutiques sont considérés comme intégrant du domaine national. Au Sénégal, vous avez la loi sur le domaine national qui considère que toutes les terres appartiennent à l'État, et donc par glissement aussi, le domaine maritime en fait partie. Et dans ce sens, on a une sorte de dépossession justement de cet espace-là. Ensuite, l'État indépendant s'est aussi attelé, aussi pour répondre à une configuration internationale, s'est attelé à une création, une succession en tout cas de création d'aires protégées. Dans le Saloum, vous avez le parc national du delta du Saloum, vous avez une aire marine protégée. Donc vous avez une superposition finalement de règles, de modes d'accès qui sont définis par l'État et dont la gestion est parfois en tout cas peut être coercitive, puisque historiquement, la gestion des aires protégées au Sénégal est confiée à des paramilitaires. Donc d'abord la direction des parcs nationaux, aujourd'hui la direction des aires marines protégées communautaires, qui ont tous ce background-là de militaires. Donc finalement, la conservation et la gestion de ces espaces-là avaient un côté très répressif et coercitif. Ensuite, toujours dans cette perspective historique, depuis les années 80, 90, on a aussi dans cet espace-là une superposition de statuts internationaux. J'en parlais tout à l'heure. C'est une réserve de biosphère, c'est un patrimoine mondial de l'UNESCO. De ce fait, cet espace-là est tellement plébiscité à l'international et on a l'impression qu'on force finalement les communautés locales à voir cet espace-là comme un espace international, comme un patrimoine. Sauf que on a ici un processus de patrimonialisation exogène de l'espace et non des pratiques des communautés, donc conduisant bien entendu à une désappropriation de l'espace et de ses paysages, qui s'est accentuée notamment ces dernières années avec le développement touristique. On voit beaucoup de touristes qui viennent, beaucoup d'hôteliers aussi qui s'approprient finalement de cet espace-là au détriment des pratiques des communautés locales. Le dernier élément de contexte, c'est le fait que, en prenant en compte ce contexte de patrimonialisation exogène, on met en avant des principes qui inhibe forcément la cohésion sociale des communautés locales. Beaucoup d'interventions aujourd'hui se basent sur ce qu'ils appellent autochtonie, c'est-à-dire les gens qui habitent les villages, qui sont là, sans forcément prendre en compte le fait qu'il y a une diversité ethnique, culturelle, tellement d'interconnexion entre les différentes communautés locales, qu'il s'agisse du littoral ou de façon globale du Sénégal, et de ce fait, en voulant circonscrire les actions, en voulant en tout cas circonscrire l'intervention au niveau d'une certaine communauté donnée, on finit par créer des problèmes de cohésion. Et cela malheureusement contribue aussi à la construction d'identités finalement qui sont déshistorisées et qui contribuent donc à une gestion des ressources naturelles dont les règles ne sont pas forcément partagées par tous. Le dernier élément que je voulais aborder dans cette partie-là, c'est le fait que cet espace-là, comme d'autres espaces aujourd'hui naturels, sont victimes de ce qu'on appelle la marchandisation de la nature. On a beaucoup
de mécanismes qui sont issus justement des conférences des parties dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Je pense notamment au mécanisme REDD+, donc réduction des émissions liées à la dégradation et à la déforestation, où on a énormément de multinationales occidentales qui, à la limite, achètent en droit à polluer parce qu'ils achètent des crédits carbone. Et ces crédits carbone-là, c'est quoi? Ça leur permet, en fait, de pouvoir bénéficier d'un droit à la pollution. Et en contrepartie, sur le littoral, dans le delta du Saloum, on a énormément de plantations de mangroves parce que la mangrove est un grand réservoir de carbone. Et donc, on a une sorte d'accaparement vert des terres dans le delta du Saloum, puisque toutes les ONG sont dans une certaine forme de course à l'espace, une certaine forme de course au reboisement de mangroves. Donc, et ne tiennent pas forcément compte du fait que ces espaces-là sont aussi des espaces de vie, des espaces de culte, mais aussi des espaces exploités par les femmes, par les pêcheurs, etc. Aujourd'hui, ces communautés locales-là font face à des menaces extrêmement pressantes. Je pense notamment à l'érosion côtière. Vous avez des communautés entières qui ont perdu des maisons, qui ont perdu des cimetières, qui ont perdu des lieux de culte. Donc, cela renforce aussi le fait de remettre en cause un peu toutes ces solutions exogènes-là qui ont été proposées jusque-là, qu'il s'agisse des solutions proposées par l'État, mais aussi des solutions proposées par ce que j'appelle les interventions extérieures. Et donc, en raison de ce contexte-là, les communautés locales réinventent, en tout cas, je parle de réinvention parce que ce sont des pratiques qui étaient déjà là, elles ont été déstructurées. Et donc, ces communautés-là réinventent une myriade de solutions fondées sur un respect des équilibres naturels et des savoirs traditionnels, en essayant de développer des filières économiques durables, avec, bien entendu, une gestion raisonnée de ces ressources naturelles-là, mais en essayant aussi d'exploiter le minimum l'espace forestier. Ces femmes-là, ce qu'elles exploitent aujourd'hui, c'est une graine pour faire, par exemple, de l'huile, c'est une feuille pour faire de la poudre, etc. Ça leur permet de pouvoir enclencher une filière économique durable, locale, mais qui soit respectueuse de l'environnement. C'est aussi, par exemple, la mise en place d'épifiltrants qui permet de lutter contre l'érosion côtière. Donc, à la place des digues extrêmement coûteuses qui sont proposées par l'État du Sénégal, quoique dans certaines zones, ce n'est pas le cas parce que les digues coûtent extrêmement cher. Ces femmes-là, elles mettent en place des épis qui sont en fait des ouvrages faits avec des feuilles de palmier tressées, implantées sur les plages et qui permettent de réduire l'avancée du trait de côte. Donc, c'est autant de solutions et de pratiques qui permettent finalement à ces communautés-là de s'inscrire dans une conception et une représentation renouvelée de leur espace comme un milieu de vie, mais comme aussi un lieu sacré, source de vie, où chaque espèce joue un rôle important. Le littoral, finalement, il est vu par ces communautés, il est perçu par ces communautés, il est vécu par ces communautés comme un espace syncrétique de vie, de culte du sacré, où prospèrent finalement des formes de gouvernance plus inclusives qui tiennent compte des réalités émotionnelles et sensibles des peuplements marins et côtiers. Et donc le défi pour ces communautés-là, c'est de concilier la résilience des écosystèmes littoraux, la préservation de la biodiversité et bien entendu l'accès durable aux ressources naturelles. Et finalement, ces pratiques font corps dans un système vivant où toutes les espèces interagissent et sont en interconnexion les unes des autres. Et cette posture-là, je pense, nous permet de lire finalement comment ces communautés-là habitent le littoral en prenant compte, bien entendu, une conception, une représentation, la conception et la représentation renouvelée que ces communautés-là ont de leur espace. Je vous remercie.
Attendez, vous m'entendez? Ok. Merci beaucoup, Mariama. J'aurais juste une petite question avant de passer à la seconde intervention qui suit après toi. Si on a un territoire communal, dont la délimitation est communale, dans l'écosystème que tu viens de nous décrire, on va se retrouver donc avec une dynamique communautaire de femmes, par exemple, dans des pratiques qui sont dans des interventions comment dire, où elles essaient de reprendre leur souveraineté dans la gestion de leur écosystème, autant pour la production que pour, comment dire, sa préservation d'une certaine manière. Mais ces femmes-là n'ont pas le pouvoir politique. Ces femmes et ces hommes n'ont pas le pouvoir politique. Donc, comment coexistent ces dynamiques qui vont à contre-courant d'une collectivité qui est assaillie par des ONG, des programmes de développement internationaux en tout genre, une logique d'achat de crédit carbone? Comment cela coexiste? Est-ce que véritablement, ce sont des dynamiques qui peuvent avoir de l'impact, dans le sens où elles peuvent influencer les maires, qui vont permettre par la loi qu'ils maîtrisent d'avoir un impact sur le territoire. Au-delà des maires, il y a les organes déconcentrés en fait, parce que c'est souvent une gestion directe par l'État. Donc est-ce que ces dynamiques ont une capacité d'influencer les politiques locales en réalité? Vaste question. Alors, je pense qu'aujourd'hui, dans ces espaces-là où on a des interventions dans le cadre de la promotion du développement depuis les années 80 jusqu'à présent, les femmes, elles ne s'inscrivent pas, en tout cas, dans une dynamique d'opposition par rapport à ces autres types de pouvoirs-là. Au contraire, elles vont aller soutenir le maire, elles vont être dans les autres dynamiques, par exemple les comités de gestion, puisqu'à chaque fois une ONG arrive, elle crée son propre comité de gestion. Bon, donc les femmes, elles sont aussi stratèges, elles savent qu'elles ont un pouvoir limité, bien entendu, et donc c'est par des jeux d'action aussi, par des stratagèmes qu'elles arrivent à s'insérer dans ces milieux-là et à essayer de faire leur part. Après, bien entendu, leur posture, ce n'est pas, je pense, de faire changer, d'amener le maire, par exemple, à changer de positionnement ou l'État, mais c'est de faire ce qu'elles ont à faire, de pouvoir continuer à survivre aussi, parce qu'on est beaucoup dans une logique de survie, dans une économie de la débrouille, ce qui est important pour ces communautés-là. C'est de pouvoir vivre, c'est de pouvoir emmener leurs enfants à l'école, c'est de pouvoir se soigner quand elles sont malades, parce qu'on parle aussi de zones rurales où justement, en tout cas, la problématique économique, elle est réelle. Après, ça dépend des zones. Vous avez des zones où le pouvoir, en tout cas matriarcat, est toujours très, très, très présent. Et dans ces zones-là, vous avez des logiques coutumières qui coexistent encore avec les autres types de pouvoirs que tu évoquais tout à l'heure. Et ça permet justement de contrebalancer le pouvoir que peuvent avoir les autres, comme les collectivités territoriales ou les administrations publiques. Merci beaucoup, Mariama. Après cette introduction à travers un cas qui nous permettait de dresser une trajectoire historique de dynamique dans un écosystème lagunaire, on va passer à la présentation de Hicham Bouzid, que je vais introduire avant qu'il ne prenne la parole. Donc, Hicham Bouzid, vous êtes directeur artistique, éditeur et commissaire d'exposition basé à Tanger au Maroc. Votre travail explore l'interaction complexe entre les paysages urbains et sociaux du Maroc, influencés par les politiques néolibérales des 25 dernières années. En 2016, vous cofondez Think Tanger, je prononce bien, une organisation culturelle innovante travaillant à la croisée des pratiques en art contemporain, design, recherche participative et en urbanisme. Sous l'égide de Think Tanger, vous gérez 3 lieux: le Tanger Print Club, qui est un atelier d'édition, une résidence artistique et un dernier né qui s'appelle le Kiosque, qui est un tout nouveau lieu dédié à l'art et à l'innovation dans votre ville natale. Parallèlement à ces initiatives, vous avez lancé Makan, une revue culturelle annuelle axée sur les questions socio-urbaines.
Alors, votre intervention, elle va interroger le rapport des habitants avec un environnement marqué. Enfin, vous avez une approche très intéressante, très originale. Enfin, donc, quel est le rapport des habitants de Tanger dans un lieu marqué par des conséquences multidimensionnelles issues de la construction du port de Tanger? Merci, merci beaucoup. Merci. Je teste un peu le micro, je teste un peu l'énergie du public pour savoir est-ce qu'on suit, on ne suit pas. Je vais me permettre de me lever, comme ça va être un peu plus dynamique pour ma part. Parce que quand je suis assis, ça me donne beaucoup trop de stress et, et je finis par me brouiller dans mes idées. Donc merci Humaine pour ta présentation, merci Mariama pour ta présentation. Aliou, j'ai hâte aussi d'écouter votre présentation. Alors moi, je ne viens pas du tout du milieu académique et du coup, ma présentation, elle va être aussi, comment dire, un patchwork d'idées, exactement comme ce qui se passe dans ma tête et aussi un peu ce qui se passe dans Tanger aujourd'hui. Donc je suis basé à Tanger, au Maroc. Je vais essayer de parler un peu plus doucement pour les traducteurs. Merci, oui, d'accord, très bien. J'ai senti que j'allais commencer à speeder un peu. Donc, pour celles et ceux qui connaissent, celles et ceux qui connaissent pas Tanger, je vais juste montrer une image qui est pour moi très emblématique. Merci. Très emblématique de Tanger. Est-ce qu'on peut avoir le slide d'après? Après. Yes. Voilà. Donc c'est d'ici, d'où je viens, de ce petit patelin qui se trouve juste là. Et en fait, ça c'est Tanger. On se trouve vraiment sur l'extrémité nord de l'Afrique, où nous sommes à 14 km de l'Europe. C'est-à-dire qu'au quotidien, les Tangérois, en tout cas ceux qui sont dans le centre-ville, on se réveille, on se lève et on voit les côtes espagnoles et on voit aussi la côte de Gibraltar. Donc c'est vraiment un... Donc ici... Tout ici, c'est le rocher de Gibraltar. Et donc, c'est un espace qui est anglais. Donc, ça montre vraiment que juste depuis ces trois territoires, en étant à Tanger, en regardant le nord, on a les UK et on a aussi l'Espagne. Tanger a été historiquement un lieu de multiples tensions, évidemment, parce qu'on peut parler et opportunités, hein, ça dépend de quel point de vue nous le regardons. Mais la question du littoral est extrêmement importante parce que non seulement on est sur la côte méditerranéenne, mais aussi on est sur la côte atlantique. Donc, est-ce qu'on peut aller au slide suivant, s'il vous plaît? The next slide, please. Ah. Is it? This is the next? Sorry. Donc, on va essayer de remplir le... Donc, alors, le nord du Maroc a été vraiment très, pendant plus d'une cinquantaine d'années, a été un territoire qui est extrêmement prisé et qui a été sous domination, donc le Maroc, entre les années 1919 jusqu'aux années 50, 52 plus précisément, était sous la colonisation française et espagnole. Le nord du Maroc était dominé par l'Espagne, le milieu du Maroc plus par la France et le sud du Maroc par l'Espagne. Et donc, en fait, le nord du Maroc a été vraiment, la décolonisation du nord du Maroc a été principalement réclamée et a été réussie grâce au peuple du Rif qui ont fait vraiment pu libérer cette partie du Maroc de l'empreinte espagnole. Et on suit un événement majeur qui est en fait la proclamation de l'État du Rif. Et donc c'est un moment historique où cette partie spécifique du Maroc voulait être indépendante. Et donc évidemment énorme, on va dire, contrainte avec débat avec pas débat, mais vraiment guerre avec la monarchie marocaine. Et en fait, ce qui fait, j'en passe vraiment tout un pan d'histoire pour ne pas m'arrêter là-dessus, ce qui fait que pendant plus de 50 ans, tout le nord du Maroc a été complètement exclu de toute possibilité de prospérité économique, sociale, sociale et industrielle, ce qu'on veut, parce que tandis que les villes comme Casablanca, Rabat, Marrakech avaient vraiment commencé à bénéficier de très grands investissements, des ports,
des industries, de l'économie, etc., bah, en fait, tout le nord du Maroc était complètement marginalisé. Et en fait, Tanger est le résultat de cette marginalisation. Tout ça, juste après, on parle jusqu'aux années fin 90, début 2000. Début 2000, il y a un nouveau départ, et en fait, nouveau roi, nouveau gouvernement, qui change complètement la vision du nord du Maroc, et particulièrement celle de Tanger. Pourquoi? Parce qu'enfin, il y a une sorte de réconciliation avec le nord. On voit vraiment la possibilité de développement de Tanger en tant que ville internationale, autant que ville aussi qui a un littoral de Méditerranée et d'Atlantique. Et donc l'idée, c'est comment on peut transformer Tanger, comment il peut devenir la deuxième métropole économique du Maroc. Et donc là, je vous montre un petit graphe qui montre... Non, juste avant. On continue. Donc là, on voit vraiment de l'année 1991 à 99. Il y a pas, enfin, le changement, il est pas, on n'a pas grand-chose qui a changé à ce moment-là. Et 2003 et 2013. Et là, en fait, on voit vraiment toute cette partie. En fait, ça, c'est vraiment la partie urbaine de Tanger qui est en train d'exploser. Et parmi l'une des causes qui a causé ça, en fait, on voit ici quand il n'y avait rien du tout. En fait, là, c'est le nouveau port. Donc, c'est le port Tanger-Med en vue aérienne en 2003 et en 2013. Donc, tout ça, c'est vraiment presque une ville en entière dont on parle pour le Tanger-Med. Et donc, à ce moment-là, il y a une révolution urbaine, il y a une révolution architecturale, il y a une révolution... on peut voir l'autre slide, s'il vous plaît? Et économique de Tanger. Donc en fait, Tanger se transforme complètement grâce ou à cause du port de Tanger qu'on voit tout là-haut à droite. Et en fait, on a vraiment un schéma directeur qui est extrêmement rationnel et surtout industriel. Donc ça, c'est aussi une des vues, des très belles vues aériennes. En fait, on parlait tout à l'heure du Cap-Vert, et exactement c'est pareil, quand on tape Tanger sur Internet, on voit la baie de Tanger, on voit la nouvelle corniche, c'est extrêmement beau, c'est vraiment que c'est beau. Mais à l'encontre de ça, dans l'autre visage, on a aussi toute cette infrastructure qui est en fait très très bien cachée. Et c'est ça que je trouve que c'est très bien réussi quand même, c'est qu'on vit dans la pollution, mais on ne le voit pas. Donc c'est déjà pas mal. Ça aussi, c'est un extrait, c'est un coloring book, c'est un travail de l'artiste Ito Brada, en fait, où on avait un peu toutes les tribus en fait, du nord du Maroc historique qui aujourd'hui, à cause de la métropolisation, tout ça en fait est devenu une sorte d'héritage. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, Tanger se transforme. Ça, c'est des vues, je pense, en fait, alors le Tanger international aussi, je ne vais pas m'attarder sur cette période, mais la colonisation a fait que Tanger, les Espagnols, les Français, ils voulaient tous avoir un petit bout de cette ville. Il y avait un de ces accords comme celui de Berlin, où ils se sont dit, bon, on ne peut pas tous être à Tanger, venez, on va faire un sorte d'accord commun. Et en fait, Tanger a bénéficié d'un statut qui s'appelle le statut international, où en fait, elle était régie par 9 pays. Par l'Espagne, la France, le Portugal, les Pays-Bas, Norvège, Bretagne, qui d'autre, les États-Unis, et bon, et j'en passe deux autres pays, mais c'est pas grave à ce stade. Mais donc, on transforme Tanger d'une sorte de petite ville de pêcheurs qui, en fait, a été complètement, on va dire, avec un narratif très européen. Oui, Tanger, la couleur, Matisse qui venait peindre un peu ces petites toiles dans l'hôtel Villa de France, à une ville master plan. Donc là, en fait, ça, c'est vraiment un visuel qu'on avait il y a 10 ans. C'était un master plan de Tanger. C'était en fait comment ils communiquaient un peu sur la ville. Mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est plus une image 3D. En fait, c'est la réalité. Et donc, on se demande, est-ce que c'est Tanger? Est-ce que c'est Dubaï? Est-ce que c'est Miami? Mon cœur vacille. Alors, donc, pour ne pas m'attarder plus, je ne sais pas combien j'ai de temps il me reste.
Une minute. Donc, ce qu'on essaie de faire à Tanger, c'est en fait de passer de cette étape, c'est-à-dire que tous ces changements qui sont en train d'impliquer l'idée de Think Tanger, c'est comment on parle de sentir, penser et sentir, c'est-à-dire comment cette révolution un peu industrielle et économique de la ville impacte vraiment les citoyens. Et donc nous, ce qu'on essaie à travers notre travail à Think Tanger, j'ai laissé des petites fascicules là-bas avec plus de détails pour en parler, c'est vraiment explorer le narratif qui émerge en fait aujourd'hui à partir de ces nouvelles, de ce qui se passe, à partir de la nouvelle migration qui vient à Tanger, à partir de tous les nouveaux quartiers qui sont en train d'exploser exploser dans la ville de Tanger. Et pourquoi la question du narratif? Parce qu'on a beaucoup parlé de la question de l'art et de la culture, parce qu'en fait, il nous fallait un lien entre toutes ces nouvelles communautés qui sont installées à Tanger depuis le départ. Le dernier projet, ça va me prendre une minute pour en parler, c'est vraiment, ça s'appelle les ateliers cités. Et donc là, on est, Think Tanger, on a 3 lieux, on peut faire du blabla, on est dans le centre-ville de Tanger, qui est un centre-ville assez, pas très riche, mais bon, doté de librairies. Et c'est un centre-ville qui est assez dynamique, mais dès qu'on sort de ce centre-ville, on est complètement dans un paysage un peu... Can we have the next slide? Un paysage un peu urbain ou périurbain, on ne sait pas trop en fait, on est... the next one? Voilà. Donc là, on passe vraiment juste du centre-ville de Tanger là, et en fait, on a toute la ville qui s'est étendue depuis les 20 dernières années. Donc la rapidité a fait qu'il y a un choc, vraiment un choc d'habitat, en fait, d'habitation, qui fait qu'on est, on est un peu surmené et dépassé par en fait tout ce qui se passe. L'idée, c'est avec les ateliers cités, c'est de travailler main dans la main avec différentes communautés, des artistes, des architectes, des anthropologues, des communautés de quartier, pour un peu recentrer le narratif de chaque quartier. Et là, je vais finir par une petite vidéo, et j'espère en parler plus à travers les questions et réponses. C'est en fait, on essaie de mener certaines, juste ce qu'on appelle des urban gestures, vraiment des petites actions urbaines, où on va un peu disrupt, on va un peu perturber la façon avec laquelle ces espaces urbains, naturellement, ils évoluent et naturellement, ils travaillent. Et donc, avec ces petites perturbations, en fait, on change, ou du moins, on essaye de mettre un sorte de... Oui, on change un peu l'utilisation de ces espaces et même la perception de ces espaces-là. Et là, je vous montre juste un de ces derniers projets des ateliers cités qui était mené en collaboration avec un des quartiers vraiment excentrés de la ville, du centre-ville de Tanger, où avec une petite installation urbaine, en fait, qui a duré quand même 3 ans avant de travail, on n'est pas venu parachuter une installation sur place, et ça a donné vraiment quelque chose de chouette. Donc je vous laisse regarder, ça dure 1 minute. Là, c'est en fait un module urbain qui se déplace. Voilà, merci. Merci beaucoup, Hicham, pour l'effort de contraction, et j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir un petit peu plus. J'aimerais juste prendre un petit moment avec toi pour te donner l'occasion d'en dire encore un petit peu plus, parce qu'en fait, il se passe qu'ici, au Sénégal, on a une vision de développement moderne qui prévoit des infrastructures importantes. Et à Ndayan, justement sur le site où se trouve l'école des Sables notamment, il y a la construction d'un port du futur qui est d'ailleurs opéré par Dubai Port World. Donc on est à la recherche
d'un résultat peut-être identique. Et aujourd'hui, ce qui est assez instructif dans ce qui se passe à Ndayan, c'est que il n'y a eu aucune anticipation d'études de quoi que ce soit. Il n'y a eu aucune anticipation de préparation en fait, d'un projet de développement des communes qui vont recevoir ce port. Il n'y a eu aucune prise en compte des patrimoines immatériels, aucune prise en compte de la réalité de la vie des personnes, si bien qu'on a des impacts qui ne sont pas qu'écologiques en fait, qui sont tout simplement issus du fait que les agriculteurs, sachant qu'ils allaient par exemple être dépossédés de leurs terres, ont arrêté de faire pratiquer l'agriculture. Donc se nourrir est devenu compliqué puisque les marchés ne sont plus approvisionnés. Les ouvriers de ce chantier, étant dans une approche très particulière du corps des femmes, ont déjà commencé à faire émerger une forme de tourisme, non pas de tourisme, de mission professionnelle sexuelle, je ne sais pas, mais en tout cas, il se passe des choses avec les filles des villages qui sont à côté du port. Et s'agissant de la pêche artisanale, évidemment, celle-là, elle est déjà en train de dépérir et les jeunes prennent des bateaux pour tenter d'aller traverser la Méditerranée. Donc on n'a pas attendu que le port ait fini d'être construit pour observer des dégâts et on n'a pas attendu qu'il y ait des dégâts écologiques pour observer la mort ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans ton travail, c'est le fait que tu as dit on n'a plus de nature, on n'a plus de verdure, on n'a que du gris et on a décidé, dans une sorte d'approche pragmatique, de se dire s'il n'y a que du gris, et que si le gris est notre nouveau vivant d'une certaine manière, si le gris et le béton est notre nouvel écosystème, comment on va vivre avec ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment vous vivez, comment vous travaillez avec les communautés pour que ce gris soit plus accueillant, même si je devine que là, vous essayez de reproduire l'ombrage à partir de structures en bois et de plastique? Merci pour cette question qui... en fait, on n'a pas forcément de réponse dans le sens où la chose est là. Et donc, on n'a pas le choix. On fait avec. Mais comment faire avec de façon à ce qu'il n'y a pas moins d'impact, mais il y a plus de résonance naturelle, d'une sorte d'écologie sociale qui est plus vivable. Et je pense que c'est là où on essaie en tout cas de se concentrer. C'est pour ça qu'on essaie de se définir aussi comme une agence urbaine culturelle. C'est-à-dire que comment aujourd'hui vraiment des structures artistiques et culturelles peuvent impacter d'une façon directe l'espace, ce qu'on appelle nous socio-émotionnel. C'est-à-dire qu'on on va pas construire des ponts, on va pas détruire des murs, on va pas rajouter du béton sur le béton, mais nous allons essayer de rendre enfin, pas de rendre même, on va dire d'amplifier, c'est le mot qu'on essaie d'avoir, en fait, amplifier l'écologie sociale qui existe déjà. Le sens de l'appartenance, du voisinage, parce que, comme au Sénégal, mais comme partout en Afrique aujourd'hui, c'est-à-dire la structure familiale et la structure d'habitat, elle a profondément changé. On n'est plus dans les riades où... on a des espaces qui aèrent à l'intérieur. On a une architecture qui a profondément changé au profit de l'économie de l'espace. Et donc les gens on est beaucoup plus restreints dans des petits espaces. Et cela nous empêche même à aller vers l'autre. Et donc l'idée, c'est comment, à travers des petites actions et des petits gestuels, et encore une fois, je le dis et je le répète, c'est que ce travail est un travail d'abord qui prend beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on ne vient pas du jour au lendemain dire oui, bon, on sait qu'on connaît vos problèmes, chose qu'on a faite hein, pour commencer. On a commencé comme ça. On s'est pris un très grand râteau sur le visage ou en face et on s'est dit bon, il a fallu reconstruire. Et en fait, c'est vraiment ce processus de repenser avec et en ayant plusieurs intelligences autour de la table qui a fait que aujourd'hui on peut même pas améliorer mais vraiment on peut juste amplifier certaines initiatives qui sont déjà existantes
et sur laquelle on essaie de les nourrir, enfin, de les arroser pour que ça donne un résultat un peu plus... enfin, pour que ça crée en tout cas des dynamiques, et ça crée une atmosphère différente de celle qui existe. Merci Hicham, merci beaucoup. On va enchaîner avec le professeur Aliou Sall. Vous êtes chercheur spécialisé dans les études sur le développement de la pêche. Vous êtes le directeur du Centre de recherche sur le développement des technologies de pêche, fondé en 1989 pour soutenir les communautés de pêcheurs. Vous êtes impliqué dans la pêche artisanale et mené des recherches sur l'anthropologie sociale de la pêche depuis plus de 25 ans. Au cours de cette période, vous avez travaillé avec des syndicats et des mouvements sociaux de pêcheurs dans la conduite de négociations avec les décideurs publics. Votre préoccupation principale est de sensibiliser à la dimension culturelle de la pêche artisanale et à ses valeurs intangibles et non commerciales. En 2020, vous avez été recruté comme consultant par la Fondation Mindero pour évaluer la gouvernance des pêches dans plus de 13 pays. Vous êtes membre du groupe de travail Too Big to Ignore, un réseau international de scientifiques spécialisés dans la pêche dont vous assurez la coordination au Sénégal. Et votre communication s'intitule « Valeurs immatérielles et non marchandes comme partie intégrante du système socio-écologique des gens de la mer ». Vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup. Moi, je voudrais juste revenir très rapidement sur même le titre. Hein. Il y a certaines expressions qui sont pas neutres. Quand on parle des gens de mer, je ne vais pas parler de pêche. Parce que c'est déjà donné la couleur, comme quoi il est impensable, de par ma petite expérience, à travers ces communautés, de réduire les relations avec la mer comme entité à une activité économique. Ce n'est pas possible. Donc les termes ne sont jamais neutres. Et c'est vrai que le titre est ce qu'il est, mais mon intervention, si je peux un peu le résumer, le continuer maintenant, c'est tout simplement partager avec vous l'expérience que j'ai eue sur le terrain en matière d'expérience, disons, d'initiative qu'on commençait à prendre ces pêcheurs bien l'indépendance, qu'elles continuent encore à prendre contre vent et marée pour préserver leur propre représentation de cet espace-là que j'appelle, même au-delà de l'entité. C'est vraiment je veux dire, moi je lui dis même sense of the scene. C'est le sens donné aux lieux, le sens donné au terroir. Même si on n'est pas dans le milieu rural, c'est un terroir. D'autant plus qu'il y a eu des transformations qui ont fait que ces communautés menées de pair, agriculture et pêche, et que pour plusieurs raisons qu'il ne faut pas toujours mettre à l'actif du changement climatique, parce que maintenant c'est devenu un fonds de commerce. Plusieurs raisons, certaines sont liées à la malgouvernance. La région nord, par exemple, la construction des fleuves, des barrages. Maria me connaît mieux parce qu'elle est plus dans l'écologie. Il y a d'autres responsabilités, je veux dire, qui sont impliquées. Donc, pour revenir à ça, pour revenir à ces initiatives, j'ai dit que ça a commencé depuis l'époque coloniale. Parce que, avant les indépendances, les colons déjà avaient perçu la pêche artisanale comme un secteur qui était voué à sa disparition. Que c'était archaïque et qu'il fallait la moderniser. Et il y a des exemples qui illustrent cette perception tellement, je veux dire, un peu méprisante d'un tel secteur. D'abord, en 59, on a tenté d'introduire ce qu'on appelle des courtiers. C'est des bateaux qui ressemblent un peu aux poutres malgaches, un peu plus grands, qu'on a voulu introduire dans la pêche artisanale pour remplacer les pirogues. Mais derrière, il y avait une idée de faire évoluer. Il y avait une forme de darwinisme social un peu quelque part. Du genre, oui, cette pirogue doit évoluer vers la pêche industrielle, cette pêche-là, par l'entremise en passant par la pêche semi-industrielle. Ça a été vraiment une catastrophe. Après les indépendances, on a eu tellement d'initiatives pour remplacer cette pirogue
Il y a eu le Doris qui est venu du Canada. Il y a eu, je ne sais pas, des bateaux en aluminium, des bateaux en fibre de verre. Mais jusqu'à présent, il est maintenu comme ça, comme tel. La dernière initiative date de 2 ou 3 ans. Il y a un bailleur qui est là avec des milliards. Et je vous assure, ça ne passera pas. Et je ne parle pas, je tiens aussi à préciser une chose. Je ne suis pas là pour défendre une quelconque sagesse écologique des pêcheurs, des communautés, ou bien romantiser ces communautés-là. Je parle d'une réalité et je lance un défi à tous les gouvernements qui sont passés, qui auront toutes les difficultés du monde à changer la remplacer par un autre type de pirogue, pour 2 raisons. Il y a une relation intime entre le pêcheur et sa pirogue. C'est très intime. Parce qu'elle fait partie, je voudrais bien qu'on déroule un peu les diapos là. C'est toute une. Quand on regarde ça, par exemple, il est très difficile de dissocier l'espace d'habitation de l'espace de l'unité d'habitation de l'espace de travail. Tout est mélangé. Le fleuve est là. Vous voyez là, il y a plein de choses. Le linge pilé et tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle cette pirogue, elle fait partie intégrante d'un ensemble, une certaine morphologie socio-halieutique. Ça, c'est une autre photo assez extraordinaire. Malheureusement, là, la couleur. Et la pirogue, ce qui est très intéressant à savoir, disons, séparer les pêcheurs de cette pirogue, ce n'est pas possible. Parce que souvent, on dit, oui, il faut la remplacer parce que c'est des gens inconscients, qui n'ont aucune notion de la sécurité. Les pirogues, par exemple, la sécurité, ce qu'on appelle par l'étanchéité, par exemple, quand le charpentier travaille et qu'il faut maintenant faire l'étanchéité, la pirogue ne donne confiance à personne. Parce qu'ici, on dit qu'ils ne mettent pas de gilet de sauvetage, c'est des gens qui n'ont pas le sens du risque. Et ça, c'est faux. Deuxièmement, même si, pour d'aucuns, ça ne se justifie pas, quand on regarde le compte d'exploitation d'un pêcheur, au moins 30 à 35% des dépenses vont vers le marabout, qui est censé le protéger des dangers de la mer. Une partie là-bas, l'autre partie, sacrifice pour les déesses de la mer. Si c'est à Saint-Louis, c'est Mampoubaban, il y en a d'autres ici. Parce qu'ici, nous avons, pour eux, par exemple, la santé disons, de la mer et des ressources qu'elle contient, et la sécurité de ces mêmes pêcheurs dépend de ces déesses-là. Donc, ils dépensent beaucoup d'argent. Le problème, c'est pas le fait de ne pas être conscient et préoccupé par la sécurité. On peut y aller avant. L'autre diapo. Et là, par exemple, quand on regarde des jeunes comme ça, c'est très intéressant cette photo parce que nous sommes dans un contexte où on voit pas mal de Sénégalais qui quittent pour aller en pirogue vers les Caraïbes. Ça, c'est une photo que j'ai prise, je pense, en 2018, c'est récent. Parce que ça, c'est les jeunes enfants qui passent toute leur journée pour mimer un peu les gestes des parents à bord. Donc, tout le rêve, c'est d'embarquer et d'aller pêcher. Et ça, on ne peut pas, je veux dire, c'est juste pour dire que... Et c'est intéressant de voir ce que les gouvernements passés ont dépensé je veux dire, en termes d'argent pour substituer d'autres types de pirogues à cette pirogue-là. Mais moi, en tant qu'anthropologue, je ne sais pas de justifier des comportements ou bien une façon de penser ou d'agir. J'essaie d'expliquer. J'explique. Et si on ne tient pas compte, par exemple, de cette façon de penser, de se représenter, disons, le secteur, on continuera toujours à avoir des difficultés à mettre en œuvre un certain nombre de mesures techniques et scientifiques qui sont là et qui pourront un peu aider à rétablir l'état de santé, disons, des ressources. Suivant. Voilà, ça c'est les mêmes diapos pour montrer cette morphologie sociale halieutique, le fait que c'est un tout, le lieu d'habitation, l'activité, parce que les villes, c'est disons des maisons. Suivant. Là aussi, je pense que, donc, le fait de refuser ces innovations-là, que ça se justifie ou non,
et d'embarquer sur tes pirogues-là. Avec aussi, dans un contexte, un secteur qui a deux caractéristiques. Premièrement, c'est très risqué, avec une corrélation des risques qu'on ne trouve pas forcément dans l'agriculture. Deuxièmement, c'est l'incertitude du revenu. Il n'y a pas de salaire. C'est le résultat du travail qui est payé. On va en mer, on a du poisson, on reçoit quelque chose. On n'a pas de poisson, on n'a rien. D'ailleurs, quand on regarde, il y a même un mimétisme entre la pêche artisanale et industrielle, parce qu'en pêche industrielle, ce sont les tonnages, les primes de tonnage qui font que le salaire peut être élevé. Non, on revient là. Il faut revenir un peu sur l'autre. Le diapo, s'il vous plaît. L'autre caractéristique de ce secteur, c'est important parce que je disais tantôt que j'aimerais partager avec vous les initiatives qui ont été prises depuis l'époque coloniale, qui ont été prises par ces pêcheurs, mais pour des raisons différentes. Parce qu'il y avait une marginalisation systémique, comme j'avais dit. Comme on les a marginalisés, toutes les initiatives qui ont été prises pour amener ce secteur à ce niveau qu'il connaît aujourd'hui et qui fait que 30% des exportations du Sénégal en frais vont vers Rungis. 70% du 30% vient de cette pêche artisanale-là. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et ce bateau, quand on regarde ce bateau, ces pirogues, ce qui est très intéressant de voir, par exemple, quand on parle de forme de représentation des ressources, là, on le voit avec l'écriture. On a l'écriture là, en arabe, c'est du Coran, c'est l'islam. Et là, en bas, nous avons un talisman. Donc, ça, c'est extraordinaire, ça. Et ça, je pense que c'est une convocation adressée aux aménagistes et aux planificateurs, aux gestionnaires des ressources. Parce que c'est ça qui dicte à l'état de santé. C'est ce syncrétisme-là. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire qu'au Sénégal, bon, il y en a qui disent qu'on est 80% musulmans, 20% chrétiens, les autres 85%. Moi, je dis que ce soit 80% musulmans, 20% chrétiens, c'est 100% animistes. Ou 95% animistes. C'est une communauté très pieuse des musulmans, 100%. Et les pirogues sont truffées de ça. Seconde. Suivant. Ah oui, attends, voilà. Non, il y a... Non, voilà, c'est bon, allez-y. Non, ça ira, je vous essaie. Cette façon d'habiter illustre quand même illustre l'attachement à cette tradition maritime. Il y a d'autres pratiques maintenant, il y a, disons, l'utilisation d'un certain nombre de services fournis par cet espace-là, que j'ai du mal à appeler écosystème, en tout cas ce milieu naturel, qui sont destinés à la pharmacopée traditionnelle. Il y a un certain nombre de sacrifices, par exemple, notre présentatrice de l'Ébou, qui a parlé d'une d'eux. Il y a une pratique, par exemple, dans les communautés de pêcheurs, qui consiste un peu à soigner des gens, des malades mentaux. Et les prêtresses, et toutes les prêtresses qui pratiquent, cette thérapie, partent de l'idée comme quoi, quand une personne devient malade mentale, c'est parce que, on part de l'idée comme quoi on est chacun lié à un esprit. Et que le fait, c'est la rupture de l'alliance avec cet esprit qui fait qu'on devient malade mental. Et pour cette pratique, on est obligé de faire recours à la mer. Ça, c'est l'importance de la pêche au niveau économique. Et cette photo, si je montre ça, c'est aussi pour illustrer cette marginalisation, le manque de reconnaissance de l'importance de la pêche. Parce qu'il n'y a pas de chiffres qui parlent des pêcheurs
le nombre de pêcheurs, les femmes sont encore moins évaluées, alors qu'elles sont en amont et en aval. Je vais finir dans une minute pour dire qu'en dépit de cette importance, en plus de du fait qu'il n'y a pas assez de considération en direction de la pêche, il y a un certain nombre de facteurs qui deviennent des défis culturels. Il y a les accords de pêche que notre pays signe avec l'Union européenne, maintenant avec d'autres partenaires qui ne sont pas les meilleurs, qui sont les Chinois, sans état d'âme. Le résultat, il est là. La pêche artisanale ne peut plus imposer la pêche. Les femmes qui transforment, ça, c'est des résidus qui viennent du port industriel. Pour les femmes transformatrices. Suivant. Ça, l'économie. Donc, on a mal gouvernance des pêches avec la pêche industrielle. Ça, c'est l'installation de complexes frigorifiques par des étrangers sur la baie de Hann. Les femmes ont été chassées de ce biais-là. Voilà l'espace qu'on les a mis. Pendant l'hivernage, ils n'ont plus d'espace. Et par rapport à ça, c'est-à-dire que ces initiatives, de l'époque coloniale à une période plus ou moins récente, il y a 10 ans, 15 ans, ils sont battus, ils ont résisté à cette marginalisation. Au niveau interne, toute la reproduction sociale, avec le rôle des femmes qui entrent dans des chaînes de solidarité, ce qu'on appelle les calebasses et tout ça, c'est encore en cours. Mais par rapport à ces nouvelles agressives, il y a une mobilisation sociale au niveau local et national. Ça, par exemple, ce sont des femmes de Hann qui, avec l'appui de certaines organisations, s'inscrivent dans la promotion du concept de Blue Justice. C'est un narratif qu'on oppose à Blue Economy. Et elles sont appuyées par une organisation de femmes assez dynamique au Sénégal. Et je finirai par ça pour dire que je ne pourrais pas vraiment finir cette réunion-là d'ici après-demain sans pourtant interpeller l'art. L'art a un rôle extrêmement important à jouer. Ne serait-ce que pour les rendre visibles. Visualiser la présence de ces gens. Parce qu'ils sont invisibles. Les acteurs de la pêche sont invisibles. Et c'est encore plus pour les femmes. Je pense que les rendre plus visibles, c'est extrêmement important. En faisant quoi? C'est très intéressant, je dirais à Mathilde, de saisir un certain nombre de réceptacles ici, comme la Biennale, pour faire un certain nombre sur la thématique spécifique à la pêche, et puis vous pouvez cibler de manière particulière aussi les femmes qui actuellement sont victimes de ce qu'on peut appeler une féminisation de la pauvreté. Parce que ce sont les plus exposés à certains défis, mais là je ne peux pas les développer. Je suis désolé et vous remercie pour votre diligence. Merci beaucoup, professeur Sall. Merci pour cette présentation qui nous a ouvert une perspective différente sur un écosystème, sur une manière de vivre, une manière de faire spiritualité, communauté, et qui malheureusement est fortement brutalisée par la loi, par ces accords économiques, par la manière d'aménager le territoire, par la manière d'envisager la trajectoire que doivent prendre nos communautés au nom de la modernité. Donc nous n'allons pas pouvoir garder la parole plus longtemps, mais nous allons ouvrir la discussion avec le public qui aura ainsi l'occasion de vous faire parler un peu plus. On prendra 3 questions. Alors, on va essayer d'avoir une répartition géographique équilibrée. Un bras à droite. Merci. Donc lui avec le chapeau. Un bras à gauche. Et le dernier, bras levé dans le fond. Voilà. Merci beaucoup à mon voisin, à qui j'ai supplié de me donner la parole. Donc, merci beaucoup à lui. Il est très élégant. Merci beaucoup. Donc, il est élégant, mais moi, je vais commencer par dire que j'étais un peu fâché, M. Hichem Bouzid. Bon, jaloux, quoi, je vais dire. Parce que quand vous avez parlé de Tanger, moi, j'habite Île-Nord, j'habite Saint-Louis, j'habite à Lille. Et quand vous avez parlé de Tanger,
J'aurais bien aimé que cette île soit comme Tanger. Mais ma jalousie a été apaisée par M. Aliou Sall. Parce que de par ces photos, j'ai reconnu Guet-Ndar. Je traverse Guet-Ndar pour aller voir mes parents qui sont au paradis et que tous les parents soient au paradis. Il y a un cimetière qu'on appelle le cimetière de Guet-Ndar. Tu traverses Guet-Ndar pour aller là-bas. Donc, j'ai bien reconnu les photos. Donc, je reviens sur monsieur. Merci beaucoup de nous avoir présenté Tanger, cette ville internationale. Nous voulons que l'île de Saint-Louis soit aussi cette ville internationale. Parce qu'elle a été une ville africaine qui a réuni l'AOF, l'Afrique occidentale française, tous les anciens, les premiers présidents de la République des États africains sont passés par Saint-Louis. Donc nous voulons que Saint-Louis soit ainsi. Donc sur ce, j'interpelle un ami que je remercie, c'est M. Felwine Sarr. Je l'interpelle. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il a une autre activité qu'on appelle les ateliers de la pensée. Moi, les ateliers de la pensée, c'est théorique, c'est académique, c'est ainsi. Moi, je veux qu'on fasse Mbaru Kham Kham. Mbar Kham Kham. Mbar. Comme Mbar, on a Mbaru Tege. Mbaru Oude. Nous avons dit Mbaru Kham Kham. Et ça va remplacer les bars. Au lieu d'avoir des bars, parce que les bars, il y a des personnes, parce qu'on pense que c'est de la boisson alcoolisée. Je n'ai aucun problème avec cette boisson. Bon, les gens vont penser, nous devons maru kham kham. Les ateliers de la pensée, je vous prie de demander à M. Felwine Sarr de me donner l'autorisation de créer le premier maru kham kham à Saint-Louis. Merci beaucoup. Comme ça, toutes les communautés seront réunies et vont réfléchir sur le devenir de leur territoire. Merci beaucoup. Alors, donc, la rangée de gauche, merci. Voilà, merci beaucoup. Je me retrouve bien vraiment dans ce trio qui nous a un peu éclairés. D'emblée, je dirais que je salue monsieur Aïjam qui nous vient vraiment de Tanger, parce que ça me rappelle beaucoup de choses. J'ai connu la ville de Tanger en écoutant une célèbre radio qui s'appelle Midi 1. Midi 1, c'est une radio vraiment qui... Je dis que j'ai connu Tanger pour la première fois en écoutant à l'époque une radio marocaine qui s'appelle Midi 1. Midi 1, à l'Akhbar, voilà, qui nous a fait montrer que Tanger, c'est la partie la plus proche de l'Europe, du continent africain. C'est une merveilleuse ville qui a été façonnée par les Occidentaux. Ceci étant, donc j'ai une petite précision, effectivement, à faire par rapport à l'intéressant, disons, exposé de Madame Professeure Mariama Diallo. C'est quand elle a dit qu'au Sénégal, il existe une loi sur le domaine national qui dit que tous les terrains appartiennent à l'État. Là, je voudrais juste rectifier en tant qu'inspecteur du cadastre, en tant qu'aménagiste, en disant en fait la loi sur le domaine national, bon, c'est une loi simplement qui stipule qui date de 1964. La loi 46 du 17 juin 1964, qui stipule simplement que les terres qui ne font pas partie du domaine public ou bien qui n'ont pas été immatriculées et dont la propriété n'a pas été transcrite au niveau de la conservation des hypothèques, actuellement c'est la conservation foncière, font partie du domaine national. Donc l'État n'est même pas propriétaire du domaine national. L'État en assure la gestion, mais n'est pas propriétaire. La preuve, quand l'État aujourd'hui veut incorporer la terre dans son domaine, ce qu'on appelle le privé de l'État, l'État est obligé de l'immatriculer à son nom pour l'incorporer dans son domaine. Donc le domaine national, ça n'appartient à personne, ça appartient à toute la nation. Ceci étant, je vais aussi voir M. Sall, qui effectivement m'a un peu secoué, parce que récemment, il y a de cela une semaine, il y a une importante donation du gouvernement japonais de presque une centaine d'embarcations en fibre vert ici à Ouakam pour essayer de moderniser notre pêche artisanale. Et ce n'est pas la première tentative, peut-être ça ne sera pas la deuxième tentative. Et ça, ce que je dis, c'est récent. Et d'ailleurs, la société qui s'occupe de cela, la CFAO, qui est chargée de la fabrication de ces pirogues en fibre vert, ils en ont fait la publicité en disant que ce sont des pirogues qui peuvent
durer 25 ans. Ensuite, ce sont des pirogues qui peuvent permettre une économie de 35% de gasoil. Vous savez, quand nos pêcheurs vont en mer, ils consomment, ils achètent du carburant. Et ça aussi, c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. Ça entre dans le coût, Donc, ceci étant, mais néanmoins, malgré tout ça, ces tentatives, nous voyons toujours que les pirogues artisanales continuent toujours d'exister. Et pire, ils vont jusqu'à amener nos jeunes à l'étranger. Les lochos là, c'est les grandes pirogues là qui quittent ici pour aller en Europe. Ce sont des pirogues qui ont été conçues ici même. A priori, qui sont conçues ici, fabriquées ici. Ce ne sont pas des pirogues vraiment modernes avec des boussoles, avec des instruments technologiques, mais les gens utilisent de temps en temps des systèmes de GPS pour quitter ici, que ce soit à Dakar, que ce soit au nord, ainsi de suite, pour aller jusqu'en Espagne, jusqu'au Maroc. Merci Donc, beaucoup, monsieur. Pas de Merci beaucoup. Merci. La dernière main levée au fond, la personne était debout, je ne la vois plus. Il avait l'air d'être habillé en... je ne sais plus. Qui est-ce? C'est moi. Okay. Merci Enyouman. Je m'étais promis de ne pas prendre la parole pendant les 3 jours du symposium. J'étais venu pour écouter. Mais Hicham m'a touché en parlant de Tanger. Parce que c'est une ville, hier, Felune parlait de liens qu'on peut développer avec un espace en le fréquentant régulièrement, en y allant. Et moi, je vais à Tanger depuis 2007. La première fois que je suis allé à Tanger, c'est à cette époque où a commencé à peu près cette prise en charge de la ville dans les politiques de développement économique et social, parce que c'était une ville, comme vous l'avez dit, une zone abandonnée par les gouvernements successifs, en tout cas par le père du roi actuel. Et ce que ça a fait résonner en moi, c'est que moi j'ai vu cette évolution-là. En 2023, j'y étais encore. J'y vais tous les ans à 2 festivals de cinéma, et j'ai vu la ville, comme vous l'avez montré, se développer, se métamorphoser, surtout dans cette partie du port, Tanger-Med, avec une partie qui ressemble à Dubaï ou à Abu Dhabi. Il y a un ami qui dit là-bas, c'est Abu Dhabi, c'est pas Tanger, c'est les Saoudiens, les Qataris, les Émiratis qui y sont. Et le revers, c'est que ça crée une distance entre celui qui arrive à Tanger et qui est confronté à cette partie internationale de Tanger, une distance entre cette personne et la partie qui se développe tout autour, mais qui n'est pas dynamique au plan économique, qu'on exploite d'une certaine façon, mais qui ne vit pas, où la vie de la communauté n'est pas vue par celui qui arrive. Donc j'ai juste une petite question. Oui, une question sur toutes les tentatives, tous les projets culturels comme le vôtre et d'autres qui se développent dans cette partie internationale de la ville, peut-être ailleurs, mais surtout dans cette partie. Est-ce que ça fonctionne comme des lieux de résistance ou des lieux de production, de dynamique qui disent qu'il y a autre chose qui se passe à l'intérieur de cet espace international que le bling-bling ou les bâtiments empêchent de voir? Merci. Merci à vous pour cette question. Je vois que Tanger fait sensation. Ça me fait trop plaisir. Merci, big up, Marhaba Beko, vous êtes bienvenus. Faisons des Dakar-Tanger, faisons plus de ça, moi ça me ferait que me ravir. Alors, juste pour faire encore une petite blague, parce que j'aime bien ça, c'est que cette partie de Tanger, la nouvelle partie, tout développée avec Dubaï, les Qataris, etc., parce que c'est effectivement des investissements qui viennent principalement du Golfe aujourd'hui. Les Tangérois appellent ça, ils disent, ça c'est pas le Maroc, ça c'est Morocco. Et je trouve que c'est très symbolique en fait de dire qu'en fait c'est même pas le Maroc, c'est genre voilà. Donc ça c'est juste ferme la parenthèse là-dessus. En concernant la question de la résistance sur les espaces, sur les lieux culturels, je pense qu'on devient par obligation des lieux de résistance, c'est-à-dire qu'on n'a pas choisi option résistance et on s'est dit bon on va faire de la résistance.
c'est que l'urgence du rouleau compresseur néolibéral qui est en train d'écraser un peu les individualités des gens dans Tanger et qui, en fait, finalement, transforme la ville en sorte de mensonge. Parce que quand on arrive, autant qu'étranger à Tanger, on arrive à l'aéroport, au port de Tanger, et on traverse tous les grands artères, c'est très beau. Ils ont vraiment fait un travail fascinant pour nous enduire en erreur. C'est-à-dire que même moi, parfois, je me dis, mais est-ce que je vis dans cette ville ? Tellement que tous les grands artères sont peints en blanc, des palmiers partout d'ailleurs, question de palmiers écologiques catastrophiques, parce que des palmiers importés d'Australie apparemment. Et donc on traverse en fait une sorte de mirage jusqu'en arrivant au centre-ville, on se dit waouh. Et effectivement, ce que j'ai montré dans la carte, le 90% de Tanger qui est vraiment... finalement, je trouve que c'est symbolique parce que en fait, on les a réduits à une sorte de main-d'œuvre, uniquement une main-d'œuvre. Et c'est ça le danger, encore des transformations des villes, pour répondre à ta question, faire un peu le miroir entre le nouveau port qui va se construire ici. C'est comment faire pour que, en planifiant ces quartiers, ok, on a besoin de main-d'œuvre, c'est inévitable pour faire marcher l'économie, mais quelles sont les autres options aussi qu'on peut offrir? Quels autres modes de vie seront possibles dans ces futurs quartiers? Et donc là, la question que nous posons, c'est vraiment sur ce point-là. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est un peu proposer des choses alternatives, comment regarder la ville de façon différente, comment dévier à des chemins qui sont préétablis par l'économie, c'est-à-dire on va sortir, on va aller au travail, dimanche c'est la seule journée de repos, et c'est là on va faire des activités, etc. etc. Donc la question elle reste grande, oui, est-ce qu'on résiste par rapport à ça? Encore une fois, c'est pas une option qu'on a choisie. C'était juste par rapport à qui? Ah oui, lui, il a apprécié le fait qu'on parle de son terroir, de son site. Oui, le Baro Hamham, mais il faudrait contacter Felvin comme vous le connaissez, il n'y a pas de problème. Mais voilà, maintenant, par rapport à comment ça s'appelle encore, ces bateaux de fibre de verre là, je donne ma main à couper. C'est-à-dire qu'ils ont fait une erreur. Ils ont fait un mimétisme entre ce qui se passe en Mauritanie. Ils ont une projection d'une expérience, comment qu'ils pourraient réussir au Sénégal. C'est là où ils ont fait une erreur. Ils ont vu que ça réussit, pourquoi pas au Sénégal. Les deux pêcheries n'ont pas la même trajectoire. Ce n'est pas la même tradition de pêche. Donc il est très facile de transformer, d'introduire une nouvelle innovation technologique dans un pays où il n'y avait aucune tradition maritime. La Mauritanie n'a aucune tradition de pêche maritime. C'est au fur et à mesure que les Sénégalais y allaient, affrétés, c'est-à-dire appelés par des jeunes pour venir les approvisionner, qu'au fur et à mesure, ils ont légué des technologies. C'est tout récent. Donc ça, il n'y a pas de résistance, il n'y a rien. Mais l'État n'est pas en mesure, il faut le dire ça. C'est la chose dont ils ne sont pas au courant. Merci beaucoup. J'encourage vraiment le Baro Hamham parce que je pense qu'au-delà des espaces consacrés aux chercheurs, il faut aussi ces espaces-là et surtout nos communautés regorgent de savoir et de connaissances qui méritent d'être vulgarisées et valorisées. Alors sur la question du domaine national, je pense que l'État ne sera jamais d'accord avec les anthropologues et les sociologues qui travaillent sur cette question-là parce que c'est bien parce qu'il y a cette loi-là que l'État aujourd'hui peut arriver dans une zone, décider d'ériger cette zone-là en parc national ou en aire protégée et d'exproprier les populations. Donc cette loi-là, effectivement, je pense que ça ne va pas être le premier débat qui va être contradictoire entre les chercheurs ou les communautés locales et l'État sur cette question-là de la loi sur le domaine national. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous tous. Je vous souhaite une belle soirée.